cette jeune fille n'était pas une jeune fille comme les autres, puisqu'il se trouve que c'était une espionne russe. Je suis journaliste indépendant et j'ai travaillé pendant 4 ans sur la guerre de l'ombre entre la Russie et la France, et le résultat de cette enquête, c'est un livre qui paraît le 8 novembre, qui s'appelle « Allô Paris, ici Moscou ». Dans ce livre, en fait, j'ai découvert plein de choses. Généralement, quand on parle de la guerre de l'information entre Paris et Moscou, ou la guerre de l'information ou les opérations d'influence avec la Russie, on parle toujours des fermatrolles. Moi, j'ai enquêté sur tout ce qu'il y avait autour des fermatrolles, et c'est un résultat que l'on n'imagine même pas quand on commence à enquêter. J'ai découvert qu'il y avait non seulement des fermatrolles, évidemment, mais c'est aussi le recrutement d'agents d'influence, c'est aussi l'utilisation d'idiots utiles, c'est la création de faux, et à la fin, j'ai aussi trouvé, en enquêtant sur une opération d'influence, une vraie espionne russe en France. C'est à partir du Covid que le sujet a commencé à rentrer dans le débat public. Depuis, ça s'est pas arrêté, et surtout depuis le début de la guerre en Ukraine, où là, aujourd'hui, c'est devenu difficile de passer une journée sans entendre parler justement de cette guerre de l'information qu'il y a entre la Russie et la France, notamment. La guerre de l'information, c'est une guerre cachée qui fait des millions de victimes à travers le monde alors qu'il n'y a pas un seul coup de feu qui est tiré. Pourtant, vous, moi, vos parents, vos enfants sont tous victimes à un moment de cette guerre de l'information. Pendant le Covid, j'ai assisté à des Russes, à des entreprises russes qui approchaient des youtubeurs très connus en France, qui ont des millions d'abonnés, et qui leur ont proposé des sommes d'argent qui sont absolument délirantes, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour leur demander de faire de la désinformation, notamment sur les vaccins de Pfizer, pour leur dire que le vaccin de Pfizer était extrêmement dangereux et qu'il fallait y préférer le vaccin russe qui lui n'était pas autorisé en Europe. Ce même youtubeur a été approché un an plus tard par une autre entreprise russe qui lui a proposé le même deal, mais cette fois pour faire de la désinformation sur le début de la guerre en Ukraine. Sur les influenceurs, il y a une difficulté en plus pour YouTube, typiquement, puisqu'on parle des youtubeurs, c'est l'impossibilité pour YouTube, mais aussi pour les plateformes, de vérifier, d'être dans la vie privée, dans les accords commerciaux qui sont conclus entre, typiquement, des entreprises ou des États et les youtubeurs. Donc là, pour le coup, YouTube n'a aucun levier d'action et ne peut pas savoir que telle vidéo ou telle vidéo a fait l'objet d'une rémunération si ce n'est pas indiqué. On a énormément de chance aujourd'hui, ces opérations qui visent des youtubeurs n'ont pas abouti, mais par contre, si elles avaient abouti, là, ça aurait été des millions de personnes qui auraient pu être touchées directement par la propagande russe. Et c'est un très bon calcul pour eux. Au-delà des youtubeurs, j'ai aussi travaillé sur des constellations, des milliers de faux sites internet qui sont faits par des Russes et qui se présentent comme étant des sites d'information absolument indépendants, mais qui sont évidemment tout sauf indépendants et qui sont juste là pour diffuser le narratif de Moscou. C'est des milliers de sites que tu as à travers le web, qui sont généralement republiés sur les réseaux sociaux, qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, et qui ont pour but de désinformer les gens sur X ou Y sujet. Il y a notamment un site qui a été identifié comme faisant partie d'une opération du renseignement militaire russe, qui avait essayé de faire croire aux gens que le Covid était dû à un exercice de l'OTAN et aux Américains, et que c'était les Américains qui venaient infecter les Français à travers des soldats qui étaient déployés à travers l'Europe. Non, et les Russes avaient créé une fausse entreprise avec des faux profils, des faux employés sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'ils sont généralement toujours un petit peu négligents parce que malheureusement, ou heureusement d'ailleurs pour nous, ils payent très mal les gens qui mènent ces opérations. Et ils avaient créé des faux comptes sur LinkedIn avec des gens qui prétendaient être britanniques, mais qui avaient mis toutes leurs compétences sur LinkedIn en cyrillique, en alphabet cyrillique. Du coup, c'était quand même assez bizarre de voir un anglais pur souche mettre ses compétences en cyrillique. La manœuvre devenait un petit peu évidente. Derrière cette fausse entreprise, il y avait une vraie entreprise russe cette fois, et j'ai enquêté justement sur ses employés. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces employés, ils sont comme vous et moi, ils ont les mêmes passions, ils ont les mêmes réseaux sociaux que nous, ils publient les mêmes photos. Tout ce que vous voulez, c'est une jeunesse qui est extrêmement occidentalisée quelque part, pour des Russes, qui partagent toutes les valeurs de l'Occident en privé, mais dont le métier est de désinformer justement les mêmes sociétés qui les font rêver et qui les inspirent sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui était assez intéressant, c'est qu'au final, pour eux, la vérité, c'est un commerce comme un autre. J'ai travaillé aussi sur une autre opération qui était plutôt intéressante. Pour le coup, on a infiltré une chaîne de propagande russe sur Telegram où on s'est fait passer pour des volontaires avec un collègue qui s'appelle Roman Mielkarek. Pendant plusieurs mois, on est devenus nous-mêmes des vrais petits propagandistes au service de la Sainte Mère Russie. Non, et ça a été l'entretien d'embauche le plus simple de ma vie, vu qu'avec Google Trad, j'ai réussi à faire croire que je parlais russe. Donc en fait, c'est bien parce que ils sont pas très regardants sur les personnes qu'ils embauchent manifestement. Il y avait une vraie organisation, ils embauchaient en fait des Français qui avaient tous un profil un petit peu, on va dire, complotiste, voilà, on va dire des profils assez similaires généralement, et ils nous faisaient en fait produire de la propagande russe, traduire de la propagande russe pour la diffuser sur Telegram, et ils essayaient de s'exporter sur les autres réseaux sociaux. Et parfois en fait ils sont allés assez loin,
Ils assumaient tout à fait la confrontation, le fait qu'on était dans une vraie guerre de l'information, parce qu'ils nous envoyaient des consignes de sécurité, typiquement, pour s'assurer qu'on ne soit pas identifiable. Manque de bol, nous, on était déjà dans le canal, donc trop tard. Mais ils nous envoyaient des consignes qui étaient absolument hallucinantes. Pour éviter de se faire repérer par les services de renseignement et la police française, ils proposaient d'aller payer des SDF en France, de leur offrir une bouteille de vin pour aller acheter des cartes SIM dans un bar tabac, ce qui est complètement ridicule et ce qui n'aurait évidemment de toute façon jamais marché. Mais typiquement, c'est le genre de choses qu'ils proposaient et ils assumaient directement cette confrontation avec la France. C'est vraiment des volontaires, personne n'était payé, et c'est des gens tout à fait normaux, c'est-à-dire c'est vraiment votre voisin de palier, c'est vraiment votre mère parfois. Il y a un cas qui est assez terrible dont on parle, d'une dame qui était obligée de se cacher dans sa cuisine pour pas que ses filles la voient en train de faire de la propagande russe, c'est-à-dire que les réunions de famille doivent être un peu compliquées quand même. Mais voilà, c'est autant de gens sur lesquels ils arrivent à mettre le grappin et à utiliser, à se servir de quelque part de ces idiots utiles pour diffuser de la propagande russe en France. L'Afrique, c'est un autre terrain de bataille, pour le coup, pour les Russes. On est vraiment dans la confrontation des puissances, dans le domaine informationnel, en Afrique, et ça s'est beaucoup fait sur les réseaux sociaux, et avec des coups bas, où vraiment, enfin, concrètement, tous les coups étaient permis. Tous les coups sont permis dans cette guerre de l'information entre la Russie et la France. Là, pour le coup, j'ai été confronté assez directement aux opérations d'influence de la galaxie d'Evgeny Prigojine, qui est la personne qui était derrière les mercenaires de Wagner. En Afrique, dans plusieurs territoires, je pense notamment à la Centrafrique, là pour le coup, les Russes payaient directement des médias, payaient des journalistes, créaient des faux médias parfois, faisaient des caricatures pour caricaturer l'action de la France en Afrique, notamment l'engagement militaire français Barkhane au Mali, et ça a été une guerre de l'information pour le coup qui a duré pendant des années entre la Russie et la France, et fondamentalement la France aussi est part active dans cette guerre de l'information, et j'en parle aussi dans Allo Paris, ici Moscou. Qu'a fait la France pour se défendre, mais aussi pour attaquer la Russie sur le terrain informationnel. À un moment, j'ai travaillé sur une opération d'influence du FSB, qui est le service de renseignement intérieur russe, à Moscou, et c'était une opération qui consistait à faire venir des chercheurs français, les faire venir à Moscou pour leur proposer de passer en quelque part quelques jours, un petit peu de bon temps et faire quelques cycles de conférences. Et en fait, il se trouve que j'en connaissais un dans le lot. Une personne que je connaissais bien. Du coup, je prends contact avec lui et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu foutais avec le FSB à Moscou ?» Et il me raconte une histoire qui est tout à fait particulière, me disant qu'il a été approché par quelqu'un qui s'est présenté comme un membre des services de renseignement russes et qui voulait lui présenter sa petite amie, qui avait une grande chance, c'est qu'elle avait été acceptée à Sciences Po l'année prochaine, et du coup, il voulait lui proposer d'aller lui présenter des chercheurs, des gens dans le milieu de la défense, etc. Et sauf que, en fait, évidemment, cette jeune fille n'était pas une jeune fille comme les autres, puisqu'il se trouve que c'était une espionne russe. Alors, cette jeune femme, qui doit avoir 25 ans aujourd'hui, elle a un profil qui est assez intéressant. Déjà, elle a été acceptée à Sciences Po, ce qui n'est pas tout à fait normal quand on connaît son nom de famille, parce que son nom de famille, c'est Alexandra Fokina. Sauf que on fait très vite la connexion avec quelqu'un d'autre, qui n'est jamais que son père, qui est Yevgeny Fokine, qui est un ancien haut placé, entre guillemets, du renseignement russe, et qui est au cœur du plus gros scandale de corruption au sein du FBI qui secoue le FBI encore aujourd'hui, qui est le scandale McGonigal, où le chef du contre-espionnage à New York a été quelque part corrompu par des Russes. Au cœur de cette opération, c'est le père de Alexandra. C'est assez intéressant qu'elle ait été acceptée à Sciences Po, parce que normalement il y aurait eu quand même des indices qui auraient pu nous faire dire que c'était peut-être pas une bonne idée de l'accepter à Sciences Po, parce que son père n'est jamais lui-même qu'un ancien du renseignement russe, et elle s'est pointée à Sciences Po en disant concrètement qu'elle travaillait sur le contre-terrorisme au Sahel, qui est quand même un sujet pour les connaisseurs. On aurait eu des raisons de se méfier normalement au regard de l'affrontement qu'il y a entre la Russie et la France, justement au Sahel. Non mais, et surtout ce qui est fou, c'est qu'après Sciences Po, elle a été recrutée dans notamment une très grande boîte de sécurité privée française, et dans cette boîte, tout le monde a été rassuré justement par la ligne Sciences Po dans son CV, qui a permis d'endormir tous les recruteurs et tous ceux qui auraient dû enquêter justement sur son profil avant de l'accepter dans l'entreprise. Selon l'entreprise, officiellement, ils s'en sont rendus compte très rapidement après le recrutement, et justement, ils l'ont un petit peu placardisé. C'est leur ligne de défense, je suis pas sûr que ce soit forcément l'entière vérité. Au bout d'un moment, quand on enquête sur ce genre de sujet, faut être hyper précautionneux, parce qu'on n'a pas envie de dire que quelqu'un est une espionne si c'en est pas une. Alors du coup, moi j'ai essayé de confirmer ça comme j'ai pu, et puis la confirmation est venue des États-Unis directement, à travers une source, qui m'a confirmé le fait que Alexandra Fokina faisait bien partie du SVR, c'est-à-dire le service de renseignement extérieur russe.
Alors aujourd'hui, Alexandra, elle n'est plus employée dans cette entreprise. Étonnamment, ils se sont peut-être un petit peu rendus compte des choses. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, elle est encore au Royaume-Uni. Jusque-là, elle n'a pas bougé. Tout ça, au final, ça n'a rien de nouveau. Déjà, pendant la guerre froide, il y avait des gens qui étaient recrutés pour devenir des agents d'influence. Il y avait des idiots utiles sur lesquels on s'appuyait. Il y avait des vrais espions, évidemment, qui venaient. Au final, on avait beaucoup de culture dans tout ça. On savait comment gérer ces menaces-là qui pèsent sur la France. Le problème qu'on a, c'est que la guerre froide s'est arrêtée. La guerre froide s'est arrêtée, le 11 septembre 2001 est arrivé aux États-Unis, et la menace n'était plus le soviétique, mais était l'islamiste, était le djihadiste. Donc, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a perdu énormément de compétences qu'on avait accumulées pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans une phase où les services de renseignement français, ou la justice, ou les autorités françaises de manière générale, sont en train de se restructurer et de retrouver les capacités qu'ils ont perdues à la fin de la guerre froide. Et la France a toujours été quelque part un lieu privilégié pour les Russes pour mener des opérations d'influence, pour mener leur guerre de l'information. Déjà à l'époque, on était considéré pendant la guerre froide comme le ventre mou de l'Europe, le ventre mou de l'OTAN, l'endroit où il fallait évidemment attaquer, parce que la France était le maillon faible de la chaîne, et au final ça s'est pas arrêté. Et le 2 novembre, on a appris qu'il y avait aujourd'hui en France quelques 4000 espions et agents d'influence au service des puissances étrangères. Pas que la Russie, on a la Turquie, les Américains, évidemment les Chinois, mais la Russie quand même reste en tête pour tout ce qui est agent d'influence.